Bonjour à tous. Alors, bienvenue dans cette table ronde entreprise et industrielle, comment valoriser le foncier et devenir acteur de la transition énergétique, avec 3 invités pour qui la valorisation du patrimoine foncier est au cœur des préoccupations, notamment vu le prix et la flambée des prix de l'énergie et puis les réglementations relatives à l'environnement. Alors, je vais les laisser se présenter et puis après, on attaque les questions. Eric. Merci Marion. Bonjour à toutes et bonjour à tous, c'est Eric Bogne. Je suis le directeur de la transition énergétique pour Auchan Retail International. Donc, durant la session, on va parler de justement cet aspect transition énergétique et foncier, comment allier les deux. Jay. Jay Boardman, Société Elios Light, nous sommes apporteurs de solutions photovoltaïques par les structures innovantes. Et Emmanuel Flao, je suis le président de la société Retrofleet. Alors nous, on a un axe double, on est à la fois constructeur automobile, parce qu'on convertit des véhicules thermiques en électriques, notamment des autocars scolaires, des pick-up pour les stations de ski ou des véhicules de livraison, et on a une filiale énergie, justement parce que nos clients s'intéressent au co-kilomètre et les infrastructures en font partie, notamment sur leur parking. Ça va intégrer du solaire, des bornes de charge ou des batteries stationnaires. Eric Bogne, on va commencer avec vous. Je vous laisse prendre le micro. Aujourd'hui, est-ce que vous pouvez nous faire déjà un état des lieux du foncier chez Auchan ? Voilà, quel type de foncier vous avez à gérer ? Comment c'est organisé ? Alors, tout d'abord, on est présent dans plusieurs pays. Je vais passer rapidement et après on va zoomer sur la France. Aujourd'hui, notre activité, en fait, nous gérons des sites qui vont des tout petits sites de l'ultra proximité chez vous ou dans la rue près de chez vous, des pieds d'immeubles de 50, 60 mètres carrés, où là, il n'y a pas grand-chose comme foncier. C'est un petit magasin et tout de suite, c'est le trottoir. Jusqu'à des très grands sites qui font 20, 22, 25 000 mètres carrés. Souvent dans les banlieues des grandes villes, qui ont été acquises il y a plusieurs décennies, et pour le coup avec beaucoup de parkings, et parfois même quelques zones agricoles qui sont tout autour du site, et qui peuvent être soit constructibles, soit non constructibles, mais en tout cas valorisables d'un point de vue énergétique. Donc en fait, on a un panel très très large, urbain, aussi bien que, on va dire, rural. Et du coup, quelle est la réflexion qui est menée au sein de Auchan en matière de valorisation du foncier ? Et puis, est-ce que c'est à l'échelle déjà nationale ? Depuis quand ? Est-ce que c'est aussi, ça touche la partie internationale ? En fait, oui, il y a 5-6 ans, en fait, on a démarré au moment de la COP 21 en 2015 le programme efficience énergétique. Et là, la vision, c'était les magasins. Ensuite, au moment des années 2020, on est allé plus loin que les murs du magasin en se disant, mais on a du foncier. Simplement, ce foncier-là, je veux dire, la proximité immédiate du magasin, c'est le parking. On s'est dit, qu'est-ce qu'on peut faire sur nos parkings ? Pour vous donner quelques chiffres, en France, on a à peu près 200 000 places de parking, rien que pour Auchan Retail France. 200 000 places de parking, c'est un petit peu plus que ça. Je n'ai pas le chiffre à la place près, mais c'est l'ordre d'idée. Qu'est-ce qu'on peut y faire ? Par exemple, beaucoup de solaire photovoltaïque, des bornes électriques. Et on s'est dit, on va aller encore plus loin. Pour les fonciers agricoles qu'on a autour, est-ce qu'on ne peut pas, là également, mettre quelques panneaux solaires ? Et là, on rentre dans une réflexion qui est celle des infrastructures. Je produis où ? Je transporte comment ? Et je consomme à quel moment ? Et donc, on a tout le foisonnement de valoriser un foncier, mais pour faire quoi ? À quel moment ? Et à quel prix ? Il y a la loi LOM aussi, c'est en 2019, la loi d'orientation sur les mobilités. Qu'est-ce qu'elle vous impose et qu'est-ce qu'elle vous demande ? Et est-ce que c'est du coup forcément lié à votre roadmap de développement du foncier et de valorisation du foncier ? Oui, c'est très lié et en fait la loi LOM, elle vient accélérer une réflexion qu'on avait initiée. Typiquement sur le nombre de bornes électriques, la loi LOM dit janvier 2025, 5% de places des parkings de plus de 20 places devront être équipées
d'un IRVE, infrastructure de recharge de véhicules électriques. Ça peut être une prise de courant, tout comme ça peut être une borne. Donc là-dessus, tout est dans la nuance et dans le décret d'application. Je vous ai dit qu'on a un peu plus de 200 000 places. Pour nous, ça représente à peu près 12 000 IRVE installés. Et pour vous donner encore une fois quelques ordres de grandeur pour que ce soit palpable, on a fait une étude rapide avec différents scénarios, une borne, une prise, une borne petite, moyenne, grande. En termes de CAPEX, rien que pour l'équipement, aujourd'hui on parle d'une fourchette autour de 150 millions d'euros pour être conforme à cette loi dans 1 an et demi. Alors, ce budget-là, il est colossal. Et comment vous fléchez ces 5%? Sur quel type de borne? Parce que comme vous l'avez dit, ça peut être la simple prise, comme un superchargeur. Comment vous choisissez et vous orientez le fléchage du budget sur quel type de borne? Et puis, pour toucher quel type de clientèle aussi? Parce que c'est forcément lié. Alors, c'est là où le sujet devient très intéressant et en même temps très challenging. Si on regarde le sujet uniquement d'un point de vue réglementaire, on va être conforme à la loi, on installe 12 000 prises électriques. On est conforme à la loi. Peu coûteux. C'est moins cher. Par contre, est-ce que c'est ce que veulent nos clients? Non. Il faut savoir que selon le type de voiture que vous avez, à une prise électrique, il vous faut de l'ordre de 6 à 8 heures pour charger votre voiture. Et ben, on a donc retourné le problème différemment en se disant, si on réfléchit client, parce que nous sommes quand même là pour apporter des produits et des services aux clients, combien de temps reste un client en moyenne sur nos parkings? 50 minutes. À partir de là, on regarde le sujet différemment. En 50 minutes, qu'est-ce qu'on peut faire? C'est sûr qu'une prise électrique, c'est mieux que rien, mais ça ne vaut pas grand-chose, très honnêtement. À l'extrême, on peut avoir des superchargers qui, en 50 minutes, ont fait le plein des véhicules électriques. Mais est-ce que c'est notre cœur d'activité? Non. On n'est pas une station. Les clients ne viennent pas chez nous uniquement pour charger leur voiture. Aujourd'hui, on opère des stations électriques et des stations essence. Ils ne viennent pas que pour faire leur plein. Donc, on doit gérer ces différents aspects-là. Donc, on a travaillé pendant des mois avec l'interprofession, le PERIFEM par exemple, la FCD, la Fédération du commerce de la distribution. On est allé voir l'ADEME, l'AVER, pour dire quels sont les modèles de véhicules qui sont les plus vendus. Parce qu'il faut quand même partir du besoin. Est-ce que c'est de l'hybride? Est-ce que c'est du full électrique? Et on a intégré tout ça pour bâtir en fait un cahier des charges techniques qui correspond à peu près à ce qui se vend et les prévisions des constructeurs automobiles pour cette décennie. Et on arrive en fait avec, on va dire, une configuration type qui mixe des bornes plutôt de charge moyenne, je ne veux pas trop entrer dans un détail technique, mais 11-22 kW jusqu'à 50, et du charge rapide, 50-90, et en fait, l'ultra haut chargeur au-delà de 150 kg, ça représente aujourd'hui que 5% des véhicules électriques. Il ne faut pas oublier que beaucoup de véhicules qui sont vendus aujourd'hui sont électrifiés. C'est des hybrides. Donc, on a ce bridge qu'il va falloir gérer encore entre le passage du thermique à l'électrique en intégrant de l'hybride qui, pour le coup, ont des transformateurs intégrés par les constructeurs qui ne permettent pas de charger très vite. Donc, même si vous avez un supercharger, il est bridé par la capacité du véhicule. Donc, il faut intégrer tout ça et le sujet passe d'un sujet réglementaire à un sujet de société. Un sujet même économique, finalement. La contrainte réglementaire vous amène à proposer un autre levier de valeur business. C'est ça. Et donc, la partie business, c'est le client, 50 minutes en moyenne, il ne chargera peut-être pas toute sa voiture. Et puis, comment vous vous positionnez? Est-ce que vous vendez la recharge? Ou est-ce que vous faites des bons? Ou est-ce que c'est un programme de fidélité? Vous venez chez nous et vous avez une réduction parce que vous faites ci. Et là, on crante un autre aspect qui est l'aspect qu'attend le client, qui est quand même notre métier de base. D'où le très grand intérêt du sujet, mais alors d'une complexité. En fait, il faut tout créer avec un timing qui est extrêmement court et des besoins CAPEX qui sont très importants. Là, vous avez donc, c'est 2025, c'est ça? D'ici 2024, déjà, vous allez pouvoir avoir une offre, une pré-offre, ou vous serez prêt pour 2025?
Nous travaillons beaucoup avec, pour le coup, nos confrères et concurrents, parce que là, la loi s'applique à tout le monde et on est à peu près tous dans la même situation, c'est-à-dire à peu près tous en retard. Donc, nous travaillons beaucoup pour savoir qu'est-ce qu'on peut faire afin d'être au rendez-vous. Est-ce que ce sera janvier 2025? Alors, je n'ai pas de boule de cristal, mais je pense que ça va être compliqué d'avoir autant de bornes prêtes à ce moment-là. Néanmoins, nous faisons tout pour s'en rapprocher au maximum. Tout à l'heure, vous parliez de photovoltaïque, de panneaux solaires. C'est aussi un autre élément de valorisation énergétique du foncier chez Auchan? Oui. Et là aussi, on peut voir le sujet de deux manières. Jusqu'il y a 3 ans, l'énergie coûtait cher, mais pas si cher que ça. Donc, à ce moment-là, les panneaux solaires, on les regardait avec une dimension également intégration de la transition énergétique dans nos sites. Aujourd'hui, avec les coûts d'électricité qu'on a tous connus, c'est de la valorisation foncière, mais déjà en autoconsommation. Et puis récemment, fin d'année dernière, on a également une nouvelle loi sur le ratio des surfaces des parkings de grande distribution et autres qui doivent être couverts par les bornes électriques à partir de 2025-26 jusqu'à 28. Et on parle d'à peu près 50% aujourd'hui. Donc là également, c'est extrêmement challenging, c'est de la valorisation, c'est du réglementaire et c'est aussi de la décarbonation de nos consommations et de la réduction de la facture. C'est tout en même temps et à un rythme extrêmement soutenu. C'est ce qu'il faut pour faire face à cette transition énergétique, écologique qui nous guette. Mais il faut être bien conscient de ce que ça signifie derrière en termes d'enjeux, en termes de CAPEX. En fait, il faut tout écrire. Comme disait quelqu'un, il faut courir en apprenant à marcher. On est presque dans cette situation en ce moment. Jay, je vous laisse le micro. Vous êtes concepteur de panneaux de structures solaires. Alors, je ne sais pas si Auchan teste déjà vos structures, mais en tout cas, vous travaillez déjà avec la grande distribution. Est-ce que vous pouvez nous présenter Helios Light et vos particularités de structure solaire? Merci Marion. Bonjour à tous et aussi merci à Eric pour cette super introduction j'adhère à ce qu'il vient de dire et qui démontre la diversité des applications, des besoins, de sens qu'on peut donner à la fois sur le plan économique mais aussi pour les clients, de développer et intégrer de l'énergie renouvelable. Alors, je vais prêcher pour le photovoltaïque. Et donc, nous, on est depuis 2013 concepteurs de structures photovoltaïques. C'est des supports pour les modules. On ne fait pas les modules, mais on laisse nos clients choisir des modules photovoltaïques et par des prestations et des fonctionnalités brevetées. Donc, on est capable d'augmenter la production d'énergie et aussi d'ouvrir les applications. C'est au cœur de ce que Eric vient d'évoquer. Grâce à le coût de l'énergie et la variabilité du coût de l'énergie, tout le monde maintenant fait ce qu'on aurait dû faire depuis longtemps, c'est d'intégrer d'énergie renouvelable avec d'autres solutions, donc pour réduire le coût économique, mais aussi notre impact sur l'environnement. Alors, je peux parler d'un exemple, notre tracker qu'on appelle Helios Track. Donc, c'est une solution qui permet d'orienter des modules et qui est beaucoup plus facile à intégrer dans ce type de contexte. Et oui, on travaille avec je dirais, les mousquetaires et d'autres sociétés sur la manière d'intégrer en différentes chaînes de valeur, comme ça peut être chez l'éleveur, chez la laiterie ou dans les magasins, parce que chaque étape de chaîne de valeur est aussi énergivore. Votre produit, la particularité, c'est Heliotrack, c'est ça, Heliostrack, il suit le soleil. Voilà. Et du coup, en termes de rendement, quelles sont les performances attendues? Parce qu'on peut imaginer que ce soit plus performant puisqu'on vient suivre le soleil. Oui. Est-ce que vous pouvez nous en parler? Alors, c'est bien le cas, heureusement. Donc, Eric a évoqué, comme Marion, la loi qui oblige ceux qui ont des parkings à mettre en place des ombrières. Les ombrières ne sont pas conçues pour optimiser la production d'énergie parce que la prise au vent
est très important, et donc l'inclinaison des ombrières est en dessous que ce devrait être en France, en tout cas nos latitudes. Notre structure par rapport à une ombrière va augmenter la production de 25 à 30% environ. En général, par rapport à une structure en toiture ou un peu optimisée au sol, on est dans un gain de 20 à 25%. Il y a un autre point. Donc, en termes de budget, en termes de rendement, 20 à 25, 20 jusqu'à 30% de rendement. Et du coup, en termes de budget, parce que en comparaison entre j'ai quelque chose de plus performant, mais... On n'échappe pas à cette considération économique et qui est à la fois en termes de CAPEX, donc le budget à dépenser, mais aussi et surtout, donc je pense que ce critère souvent utilisé, c'est le retour sur investissement. Nous, on est dans une solution plus globale où on va considérer quelle est la valeur de l'énergie que je vais autoconsommer. Par le fait d'étendre la production sur la journée, on est capable d'effacer davantage l'énergie achetée sur le réseau. Et aujourd'hui, ça vaut beaucoup. Donc, de ce fait, donc même si notre structure va être à peu près à un prix comparable aux ombrières, un peu plus cher qu'une toiture facilement aménageable, mais très souvent des bâtiments, des grands centres commerciaux n'ont pas des toitures qui étaient conçues pour supporter autre chose qu'une membrane au mieux. Et de ce fait, on ne peut pas aménager des toitures. Et puis par la suite, si on veut aménager les toitures, il faut les renforcer. Et surcoûts. Il y a des surcoûts. Donc on peut être même moins cher qu'une toiture renforcée. Et puis par rapport à la concurrence, également il y a des solutions très bien, et OKwind a fait un très bon travail pour généraliser le déploiement en Bretagne, notamment dans des trackers biax. On a un coût à peu près 50% moins cher installé. Peut-être une question pour vous, Jay et Eric. Aujourd'hui, avec l'énergie produite avec les panneaux photovoltaïques, est-ce que c'est plus économique que d'acheter sur le marché de l'énergie ? Alors, si on prend aujourd'hui le 11 mai, la réponse est claire et nette, c'est oui. Si on regarde les 5 dernières années, ça dépend. Parce qu'on a eu quand même un envol des prix de l'électricité qui vous ont pas échappé. Hein. À titre individuel, on est passé sous les radars grâce au bouclier de l'État. Mais pour nous, industriels, on l'a bien... Ça se ressent. Oui. Donc oui, très clairement aujourd'hui, oui. Nous, on avait démarré avant cette période-là parce que ce n'est pas uniquement la crise ukrainienne. C'est la reprise post-Covid. C'est vraiment à partir de 2021 qu'on a vu ce décollage-là. Il y a certes une baisse, mais on ne revient pas à ce que c'était. Et tous nos analyses et prospectives nous disent qu'on n'y retournera très probablement pas, notamment avec les coûts de carbone également. Donc oui, c'est plus rentable, c'est plus intéressant économiquement. Le challenge, c'est d'avoir le CAPEX. Parce qu'en fait, si vous avez 1 million d'euros et que vous l'investissez, ben, ce sera beaucoup plus rentable que d'acheter l'énergie pour le même 1 million d'euros. Le gros challenge, c'est de l'avoir au départ. Jay, vous avez rajouté quelque chose ? Oui, nous constatons, et nos clients pareil, donc on a la chance de travailler avec la Société des Trois-Vallées à Courchevel. Les stations de ski ont subi les hausses très importantes de coûts de l'énergie. C'est vertueux. Je reviendrai un peu à ce que disait Eric. Ça dépend de quel sens on veut donner à ces actions. Si on regarde uniquement combien de temps il vient et non pas quel est le métier que nous avons, je pense que la transition énergétique, faut pas bien sûr, il faut être capable d'avoir un jugement économique et de choisir la solution parce qu'on a dans notre gamme de produits, on a des solutions moins chères à installer qui conviendraient mieux parce qu'il y a une seule solution technique qui va répondre à tous les différents types d'applications. Mais on est dans une nouvelle conjoncture. La crise en Ukraine va passer, mais c'est certain que l'énergie va rester plus chère. L'État français n'a pas de quoi prendre de nous, les contributeurs, donc, ou les sociétés. La redistribution pour protéger les sociétés
et les particuliers du vrai coût de l'énergie. Et donc, pour qu'il évolue, et oui, les énergies renouvelables vont être rentables en plus de vertueux. Je reviens juste à votre produit tout à l'heure là, de panneaux suiveurs du soleil. Est-ce qu'il y a de l'intelligence logicielle? Comment ça fonctionne d'un point de vue technologique? Ça fonctionne de manière très simple, très fiable, et on évite toute forme de capteur. Donc, on a une communication Internet qui nous dit quel jour, quelle heure, et nous savons le soleil est très fiable. Donc, ne change pas de trajectoire, heureusement. Et aussi, on a aussi une manière de simplifier mécaniquement notre solution qui est brevetée. Donc, reflète notre intelligence, non pas en code, qui est également une intelligence parce qu'on a un système communicant aussi. Mais on a une solution aussi qui est très robuste parce qu'on est capable de mettre en berne les structures en cas de fort vent. Et donc, ça efface de prise au vent. Et ça, c'est grâce au boîtier qui est monté sur la structure. Donc, on évite d'équiper avec un capteur de vent, un capteur de soleil, parce qu'on n'a pas besoin des capteurs qui renchérissent et de réduire la fiabilité de la structure. Donc, beaucoup d'intelligence. Qu'est-ce qui a plus de sens, sur bâtiment ou plutôt au sol pour la partie efficacité? Alors, il y a toutes les structures de toiture qui ne sont pas forcément compatibles pour accueillir les panneaux. Mais qu'est-ce qui aurait plus de sens? En tout cas, par exemple, chez vos usagers aujourd'hui, chez vos clients. Oui, c'est nos solutions laissent la société donner du sens par rapport à son foncier. Les réserves qui existent sont là pour accroître souvent la superficie des magasins, des centres logistiques, etc. Et donc, il faut aussi, nous avons des produits qui permettent de faire des installations temporaires. Et donc, aujourd'hui, et c'est une des particularités des solutions photovoltaïques, quelle que soit la structure, mais on a une très grande adaptabilité des panneaux photovoltaïques pour mettre une puissance en fonction des surfaces. On peut mettre des modules verticales, on peut intégrer toiture, on peut être au sol, ombrière, et tout ça, ça fonctionne de manière fiable et compétitive. Donc, c'est plutôt modulable. Donc vous parliez des Trois-Vallées, aussi avec clients de la distribution. Vous êtes sur d'autres typologies de besoins, de clients? Oui, merci. Oui, on travaille aussi avec Naskeo pour des centrales de méthanisation. Et aussi, on travaille avec d'autres groupes qui gèrent des stations d'épuration. L'idée, c'est que, on revient au foncier, qui est le thématique qui nous fédère. Quand vous êtes disposé d'un foncier, vous avez une opportunité. Vous avez des contraintes, mais cette contrainte imposée ou un terrain à gérer, c'est une opportunité. Et donc, on est présent grâce à notre modularité et notre adaptabilité sur tous ces terrains d'enjeu. Merci, Jay. Je vais passer la parole à Emmanuel. Eric, allez-y, oui. C'est juste une minute à propos de quel foncier. En fait, Jay a complètement raison. La question de la transition énergétique, c'est d'abord les limites planétaires. Quand on prend le sujet sur cet angle-là, tout type de foncier doit et devra être valorisable et valorisé. Dans le sens où les quantités d'énergie qu'on consomme aujourd'hui et avec l'électrification, la quantité d'énergie va diminuer, mais la quantité d'électricité va augmenter pour le transfert, pour la décarbonation. En fait, on ne va pas se payer le luxe de se dire finalement ce foncier-là, on n'y touche pas. La question, ça va être comment on peut y toucher sans, par exemple, le condamner ou le faire décroître en valeur, mais clairement, chez Auchan, les toitures, les parkings, les terres agricoles, constructibles, non constructibles, on est en train de tout passer au screen parce que de toute manière, il va falloir y aller. Et il va falloir avoir des visions de schéma directeur, c'est-à-dire des visions à 30 ans. Qu'est-ce qu'on veut faire? On ne pourra plus faire un coup par-ci, un coup par-là, parce que c'est des coûts très importants. Ce n'est pas juste de l'achat d'une commodité, c'est construire des choses avec derrière du stockage, de l'infrastructure, de la valo. Et là, on va démarrer des réflexions, y compris sur des façades verticales. Comment est-ce qu'on peut également les valoriser? Donc, on va avoir besoin de tous les efforts multi-énergie
multifoncier, multi-pays, multi-tout. On va revenir à... Donc là, on a parlé du solaire, mais tout à l'heure, on a parlé des bornes électriques. Emmanuel Flao, société Retrofit. Vous nous avez présenté rapidement votre activité de rétrofit de véhicules en tant que constructeur de véhicules. Mais aujourd'hui, vous apportez aussi des solutions d'énergie, alors pour des clients, par exemple, comme Auchan, pour la mobilité. C'est pas trop pour Auchan, c'est pour les gestionnaires de flottes professionnelles type Transdev, Keolis, les grandes entreprises et les PME aussi qui ont des flottes d'entreprises. En fait, dans ce qu'on vient de dire, valoriser le foncier, en fait, la difficulté, et on tourne autour, c'est qu'on a à la fois de la mobilité et à la fois de l'énergie. Alors la mobilité, on voit bien, c'est des véhicules, mais finalement la borne est prise comme une contrainte. Et puis l'énergie, c'est compliqué parce qu'on ne la maîtrise pas, on ne la voit pas, puis on paye notre facture, mais on ne s'en préoccupe pas plus que ça jusqu'à aujourd'hui. C'est toute la difficulté aux gens d'appréhender ça. Et il y a une obligation maintenant, c'est vrai aussi pour les entreprises et les industriels, c'est qu'on revient tous sur le même site. On a des flottes qui s'électrifient, que ce soit des véhicules de société et des poids lourds. Aujourd'hui, il y a un mouvement massif dans le poids lourd à batterie. On ne va plus juste à la pompe à essence, aux pompes à gasoil pour le coup. On a une problématique d'abord de se recharger sur le site. Et en fait, nous, on considère que c'est une opportunité si c'est bien pris. Donc ce premier point, c'est une complexité, mobilité, énergie qu'on va retrouver finalement sur un site et les gens ne sont pas forcément préparés à ça. Le deuxième niveau, puisqu'on parle de valoriser le foncier, attention aux sirènes qui est des entreprises qui vont dire on s'occupe de tout, vous n'avez rien à faire. Si elles le font, c'est que la valeur, elle part chez eux et pas chez vous. Donc il y a un travail à faire d'appropriation en fait, de cette valeur, de bien la comprendre pour ne pas la laisser partir, parce qu'après on part aussi sur des plans à 20 ans, 25 ans et on est complètement piégé. Donc plutôt perdre 6 mois, 1 an pour trouver le bon projet que de se précipiter et d'être heureux d'avoir des panneaux solaires sur son parking alors que la valeur, vous l'avez perdue. Le troisième point, c'est que, comme vous disiez tout à l'heure, ça va extrêmement vite d'un point de vue industriel, d'un point de vue réglementaire, à la fois dans l'énergie et la mobilité. Alors peut-être 2 points. La mobilité, qu'est-ce qui se passe? En fait, on est en train de préparer l'arrêt de l'industrie automobile telle qu'on la connaît aujourd'hui, qui est basée sur la vente de pièces détachées. Les fabricants, les constructeurs, Renault, Stellantis, gagnent assez peu d'argent sur la vente de véhicules, mais gagnent énormément d'argent sur la vente des pièces détachées. C'est ça la structure du monde automobile industriel mondial. Et on arrive dans un modèle que moi j'adore, qui est beaucoup plus durable, mais qui met par terre, en fait, on est en train de demander à ces gens-là de se couper les ailes et de faire des voitures qui il n'y a pas de réparation. Ils ne maîtrisent pas la technologie de batterie et souvent ils ne maîtrisent pas la technologie de fabrication des moteurs électriques. C'est ça la difficulté qu'on voit aujourd'hui. Donc c'est un modèle complètement nouveau qui émerge dans la mobilité, d'où des gens comme nous qui arrivent finalement avec une compétence digitale et système batterie et pas du tout sur la partie véhicule. Et ça ne pose pas de problème puisque on a des acteurs qui le font très bien avec nous. Donc, 1, une révolution dans le monde de la mobilité. 2, une révolution dans le monde de l'énergie. Tout ce dont on vient de parler, c'est qu'une décentralisation de la production. En fait, avant, c'était un système pyramidal. Finalement, c'est simple, comme le robinet de gaz. D'ailleurs, on voit les enjeux que ça a avec la Russie quand ils mettent un quart de tour sur le robinet de gaz. C'est un enjeu majeur de souveraineté. Et l'opportunité énorme de mettre du solaire partout, c'est de la souveraineté énergétique. Mais du coup, le centre de la valeur, il n'est plus chez le producteur, il est chez le client qui devient son propre producteur en partie. Et quand il a compris, ça devient très addictif puisque l'équation économique boucle de mieux en mieux. Et donc, il a intérêt à mettre de plus en plus de panneaux solaires, de faire de plus en plus d'autoconsommation, de mettre à terme des batteries stationnaires pour encore minimiser les impacts. Et c'est un cercle qu'on va appeler vertueux, ou qui peut être vicieux si on est énergéticien aujourd'hui, et notamment quand il faut équilibrer les coûts de structure des réseaux. Et donc, moins vous consommez sur les réseaux, plus l'énergie va monter, puisque c'est valorisé sur le kilowattheure vendu aux clients. Donc, on est dans un moment extrêmement compliqué. L'autre point aussi, je ne suis pas totalement d'accord sur les hybrides. En fait, c'est Ford qui disait « si j'avais écouté mes clients, j'aurais fait des chevaux plus rapides ». C'est un peu ce qu'on voit dans la mobilité. Les besoins des clients évoluent fortement, leur vision dans l'autonomie évolue fortement, on le voit dans le monde professionnel. Cette vision d'autonomie, il faut être clair, on ne fera pas des véhicules électriques avec les autonomies du thermique. C'est une fausse promesse. Les gens qui promettent des matériaux miraculeux et des recharges en 3 minutes, c'est assez faux. C'est beaucoup des sociétés qui cherchent des financements et plutôt accompagner cette vision de cas d'usage. Et je vous donne un exemple. On fait des autocars scolaires. C'est 200 kWh de batterie. C'est à peu près 5 batteries de Zoé. Et on recharge avec un chargeur 22 kW embarqué, le même que la Zoé. Pourquoi? Parce que le cas d'usage le permet. Si on voulait mettre une borne de 100 kW, on mettrait une borne de 100 kW. Mais c'est évidemment pas le même prix, c'est quasiment un facteur 10 en termes de prix. On parle d'une prise, puisque le chargeur est embarqué à 1 000 €, on va dire, une prise renforcée, et si on voulait une borne, c'est 30 000 €.
Donc il faut se poser ces bonnes questions, et du coup, si je reviens sur le foncier, mettre les bonnes bornes, les piloter, ça rentre dans une équation globale sur l'énergie du site. Pour vous, vos clients, je pense que peut-être le paramètre de finalement le parcours client dans vos magasins, finalement ça doit dimensionner le temps de recharge, ça a dû être pris en compte, mais ça va être pareil dans les entreprises. Aujourd'hui, il faut phaser, on va recharger les véhicules quand les process électro-intensifs ne sont pas actifs. Par exemple, c'est assez simple, ça permet de sous-dimensionner les infrastructures. Et une deuxième phrase, pour quand même bien positionner ces enjeux pour l'énergie, les panneaux solaires. Un panneau solaire, aujourd'hui, à surface équivalente, des panneaux garantis 25 ans sont moins chers que la pizza. Les vrais prix. C'est-à-dire vous prenez un prix aujourd'hui, le prix d'un panneau TTC client vendu sur Internet, et des marques qui ont exactement les mêmes panneaux qu'on va trouver chez des EDF Énergie Nouvelle, c'est à 120 €. Je parle TTC, prix à l'unité. C'est les vrais prix en fait. Ce n'est pas les prix que vous voyez quand vous passez par certains installateurs parce qu'ils prennent des marges assez importantes, mais les vrais prix du panneau solaire aujourd'hui, ça coûte plus grand-chose. Et en fait, nous, notre société, on est capable d'acheter un container de panneaux à 70 000 € à Rotterdam au même prix que EDF Énergie Nouvelle. C'est ce qu'on appelle une commodities du coup. C'est pas le cas d'ailleurs sur les cellules lithium. C'est pour ça qu'on n'a pas encore engagé la baisse du coût des composants de véhicules électriques parce que l'industrie n'est pas mature. Dans le domaine du solaire, c'est mature. Et aujourd'hui, ces structures de coûts sont fondamentalement différentes et elles impactent énormément. Deux choses, finalement, on parle toujours de TRI, le temps de retour sur investissement. Et vous en avez évoqué tout à l'heure, la VAN. Alors je crois que c'est valeur actualisée nette. En gros, c'est combien vous aurez apporté cet argent si vous l'aviez placé. Et on s'aperçoit que sur certains projets, il ne faut pas se battre sur le TRI, mais plutôt bien garder la vanne. Et du coup, il faut évoluer. Et en plus, l'autre problématique sur l'énergie, et qui revient dans la valorisation du foncier, il ne faut pas penser qu'on met des panneaux pour revendre l'énergie sur les réseaux. C'est possible, mais ce n'est pas là que c'est le plus rentable. Et ça va être rentable de consommer votre propre énergie, de revendre le surplus. Et c'est là où la difficulté en ce moment elle est importante, c'est que tout a changé en termes réglementaires et fiscal. C'est un peu la révolution. Et ça, il faut bien le structurer. Nous, on passe beaucoup d'énergie en termes juridiques pour bien structurer les contrats, notamment de revente. Je pense que mes collègues à côté qui acquiescent, c'est un peu la révolution réglementaire, même si on ne la voit pas. Et pour finir aussi au niveau du solaire, nous, on pousse plutôt des solutions alors, complémentaires de ce que vous faites, mais plutôt des ombrières lestées type Mecosen. C'est des ombrières béton sans fondation. Il ne faut pas oublier dans l'équation la taxe foncière. Ça peut rentrer sur certaines structures dans le bâti. Si c'est en bâti, il y a une taxe foncière. C'est même pas clair encore. Il y a des structures, des ombrières lestées où il y a un pieu qui rentre dans le sol. Et ça, on considère ça par moment comme du bâti et d'autres fois comme pas du bâti. Voilà. Donc il y a une petite incompréhension. Donc nous, pour l'instant, comme c'était pas clair, on a pris les ombrières lestées en béton type Mecosen qui se pose assez vite. Voilà, c'est un choix qu'on a fait. Mais je dirais dans la logique de valorisation du foncier, la difficulté qu'on peut avoir, c'est que c'est propre à chaque site et qu'on ne peut pas sortir une solution universelle. Il faut bien adapter à chaque fois. Par contre, on est en processus pour le systématiser, pour avoir des équations, parce qu'au final, ce qui importe, je suis profondément embarqué dans la décarbonation, mais il faut être très clair, ça ne se vend pas. On n'arrive pas à vendre mieux parce que c'est décarboné. J'espère que demain, ça sera le cas. Par contre, c'est l'équation économique qui doit boucler. Et depuis ces derniers mois, ces dernières années, les TRI, puisqu'on en parle, les temps de retour sur investissement, ils se sont, dans certains cas, effondrés, notamment quand les sociétés ont le coût de leur énergie qui a monté en flèche. Vous parliez des ombrières, là, avec le lien aussi avec la taxe foncière. Aujourd'hui, les ombrières, est-ce que c'est, en termes de chiffres, c'est vraiment pertinent ? Ah oui, de toute façon, en fait, on est sorti du dogmatisme. À l'avant, on mettait un peu du solaire par conviction, ou on roulait en électrique parce qu'on y croyait. Aujourd'hui, pour être clair, pour développer un modèle industriel, il faut que ce soit sans subvention ou très peu. Alors le rétrofit, je suis content d'en avoir parce que les coûts restent un peu élevés, mais globalement, aujourd'hui, on n'a plus besoin de subventions pour installer, déployer des solutions en énergie nouvelle. Et c'est la meilleure nouvelle qu'on puisse avoir. Et puis derrière, c'est une équation économique avec un TRI et un rendement financier. Donc c'est aussi simple que ça. Pour revenir à votre offre plus en lien avec la mobilité, vous déployez des recharges, des bornes de recharge. Vous parlez de modularité tout à l'heure. Comment ça fonctionne, cette modularité-là ? En fait, nous, on s'est plutôt focalisé sur la recharge d'entreprise en anticipant l'arrivée des véhicules électriques lourds. Donc aujourd'hui, il y a un petit débat, on pense que l'hydrogène va prendre une part là-dedans. On parlait d'un peu de pénurie de ressources. Il faut être clair, il faut 3 fois plus d'énergie pour faire rouler un véhicule hydrogène qu'un véhicule électrique à batterie. Donc une fois qu'on a dit ça, au-delà des enjeux politiques très forts d'ailleurs en région Auvergne-Rhône-Alpes,
L'hydrogène est quelque part condamné pour un certain nombre de cas d'usage, notamment dans la mobilité. Il y a un gros enjeu d'hydrogène dans l'acier, dans la chimie, mais dans la mobilité, c'est sexy politiquement, mais c'est compliqué à justifier économiquement. Ça, c'est un problème de ressources. J'ai oublié votre question, du coup. C'était vos recharges aujourd'hui. Oui, alors les recharges. La modularité de vos recharges. La modularité, elle est par principe. Alors, il y a deux modularités. L'une qui est par type de borne, de prendre la puissance adaptée aux besoins, de ne pas survitaminer en fait les installations, parce que du coup, vous survitaminez pas que la borne, mais aussi le transformateur, la taille des câbles, l'intégralité. Donc, les prix s'envolent. Et le deuxième, c'est de pouvoir plutôt se mettre sur des installations à 10-15 places. Aujourd'hui, c'est un modèle qui se déploie. On en fait un à Saint-Étienne aujourd'hui pour la flotte de bus électriques de l'Agglo. C'est tout nouveau, hein. Même Enedis est très heureux d'avoir le dossier parce que la plupart en ont jamais vu. Et en fait, c'est toujours ce décalage qu'on trouve entre ce qu'on voit dans les médias sur les déploiements de véhicules électriques et puis la réalité. En fait, c'est tout neuf. On a de la flotte à Paris, il y a beaucoup de bus électriques à Paris. Il y en a un petit peu dans des grandes métropoles, mais il y en a très peu en fait dans le territoire, et notamment dans des villes de taille intermédiaire, c'est tout nouveau. Alors ça c'est une question peut-être pour tous les trois, est-ce que le partage de l'énergie d'un point de vue local, puisqu'on parlait d'indépendance, d'autonomie, plutôt de décentralisation de la production de l'énergie et des usages, est-ce qu'aujourd'hui le partage de l'énergie au niveau local c'est quelque chose qui est envisagé? Alors envisageable, j'imagine que oui, mais aujourd'hui déjà, est-ce que c'est travaillé, notamment chez Auchan? Alors, est-ce que c'est envisageable? Oui. Est-ce que c'est envisagé? Oui. Mais c'est toujours pareil. En fait, il faut aller dans le détail. C'est exactement ce que disait donc Emmanuel, c'est site par site. Ce qu'on peut faire ici sur le site de la Cité des Échanges n'est pas pareil de ce qu'on peut faire sur le site de la Part-Dieu, qui sera encore différent de celui qu'on pourra faire sur le site de Perrache. De toute manière, moi je le résume comme ça. Les besoins énergétiques par rapport aux ressources naturelles, y compris solaires et autres, et minières qui existent, il y a une désynchronisation. Donc, on va devoir partager. Et on va devoir partager beaucoup de choses. On parle de plus en plus de smart grid, de communication, bâtiments, véhicules. Emmanuel a parlé tout à l'heure d'énergie mobilité. Aujourd'hui, c'est vu en silo. Le bâtiment consomme X, les véhicules consomment Y. Demain, il va falloir que les deux se communiquent. Que le bâtiment puisse charger les véhicules quand il produit, par exemple, beaucoup avec les panneaux solaires sur le toit et le parking, mais que les véhicules puissent peut-être renvoyer une partie sur le bâtiment demain. Mais tout ça, ce sera possible qu'avec l'interopérabilité, de la data et beaucoup de pilotage. En fait, transition énergétique, ça va aller beaucoup avec maîtrise de la data. Donc, mutualisation possible. Juste compléter, en fait, on parle de véhicule to grid, hein, c'est pas un gros mot aujourd'hui, c'est un peu exotique. En gros, un véhicule, aujourd'hui, c'est essentiellement une batterie, la valeur est là-dessus, et c'est une grosse batterie sur roue, qui au global, quand on regarde, est très peu utilisée. Alors si je prends la grande distribution, je prends les flottes de véhicules d'Auchan, il y a peut-être l'équivalent d'une ou deux tranches de centrales nucléaires, en termes de capacité d'énergie directement mobilisable dans les poids lourds qui seraient là. Alors évidemment, ils ont besoin de leur énergie pour rouler, mais on s'aperçoit que beaucoup ne roulent pas. Donc il faut voir en fait une équation un peu globale de gestion des flux d'énergie entre la mobilité et l'énergie. Pour revenir à la question sur le partage de l'énergie, ça existe de point de vue législatif, ça s'appelle de l'autoconsommation collective dans un rayon de 1 km. Donc ça c'est le périmètre quand on est en ville. Ça peut être étendu bien au-delà, donc quand on est donc à la campagne. Et donc oui, ça existe. Alors, comme souvent, c'est toujours un peu plus compliqué à mettre en œuvre dans le point de vue économique et de gestion dans le temps de tout ça. Mais de nouveau, grâce à notre contexte conjoncturel et durable de prix de l'énergie et volatilité, il y a de plus en plus de gens qui s'embarquent et de prestataires qui montent justement de l'autoconsommation collective. Pour une entreprise, ça veut juste dire quand même on est en train de mettre en place des systèmes où vous avez 3 sites industriels et vous avez l'énergie qui est produite sur 2 sites qu'on va adresser au premier.
Donc on va pouvoir échanger des briques d'énergie. On peut imaginer d'aller faire ça entre particuliers, entre membres d'une même famille. Donc en fait, on est en train d'ouvrir une porte d'Internet de l'énergie qui est quand même assez extraordinaire. Il y a un enjeu réglementaire qui est plutôt le frein aujourd'hui qu'il faut faire un peu bouger. Mais technologiquement, il n'y a pas de problème aujourd'hui pour le faire. Oui, en effet. Donc, si on distingue au sein de groupe Auchan, c'est sûr qu'il existe des Power Purchase Agreements qui en effet permettent donc, pour Auchan d'avoir une vision un peu globale d'acheter de l'énergie qui est cheminée par le réseau. Donc, alors, l'autoconsommation collective, on travaille à la proximité et entre sociétés de différentes. Donc, c'est que la proximité qui le relie. Et donc, ce sont deux choses en effet complémentaires. Oui, donc le partage local de l'énergie, ça renforce cette idée d'indépendance et d'autonomie énergétique. On va arriver au bout de cette table ronde. Alors, j'ai quand même une dernière question sur les conseils que vous pourriez donner à des propriétaires exploitants de foncier pour valoriser leur foncier d'un point de vue énergétique, mais aussi économique. Voilà. Qu'est-ce que vous donneriez comme conseil ? Alors, c'est une très bonne question, mais la réponse n'est pas si binaire que ça. On a en interne une filiale du groupe qui justement est la foncière du groupe. Et on a beaucoup d'échanges avec eux, y compris au sein de la même société. Quand on vient les voir en disant « mais attends, il y a 1 hectare près de ce magasin-là, on va mettre plein de panneaux solaires », ils nous disent « mais ok, mais on peut y faire une crèche, on peut y faire des bureaux, on peut y faire des habitats, on peut replanter de la biodiversité, on peut récupérer des noues d'eau collective et en faire un bassin. L'énergie, c'est bien, mais il n'y a pas que l'énergie. » Et c'est là où c'est très challenging, c'est que quand on est à fond dans un dossier, on a l'impression que tout tourne autour de ça. Mais en fait, il y a l'eau, il y a la biodiversité, il y a y compris des maraîchers. On a des maraîchers qui postulent pour travailler avec nous et on peut installer un maraîcher. Donc, il faut faire avec tout ça. Du coup, le conseil, il faut être assez humble en se disant, on co-construit. C'est de dire comment on peut faire ensemble pour intégrer tous ces challenges-là. Et la base de la base, c'est quand même la sobriété énergétique. Parce qu'à usage équivalent, on ne va pas y arriver. Il va falloir réduire nos usages. Et c'est le fait de les réduire, de les partager avec d'autres usages, bâtiments, mobilité, capteurs, trackers qui augmentent le potentiel de ce qu'on produit, et puis biodiversité et les autres. Donc, beaucoup d'écoute, beaucoup d'humilité, faire ensemble et faire plusieurs boucles d'itération, parce que sinon on arrive avec une solution qui sur le papier marche, mais quand vous collez ça à la réalité, ça ne marche pas. Donc sobriété, déjà avoir du bon sens et sobriété énergétique, et après l'efficacité énergétique. Jay ? Oui, j'ajouterais justement ce socle, donc, de prendre un peu de recul. C'est une chance d'avoir un foncier. C'est un enjeu pour les années à venir. Donc c'est important de regarder sous cet angle, en effet, comment je réduis ma consommation, quelle vision j'ai pour le développement de mon entreprise, son emplacement, son foncier. Et sachez qu'aujourd'hui, vous pouvez allier les deux. Donc, gestion de foncier, il y a des solutions qui ne vous engagent pas donc, sur un contrat comme on a vu dans le passé, donc de vente d'énergie sur 20-25 ans, où vous êtes de ce fait immobilisé. Donc, votre foncier ne vous appartient plus parce que vous êtes engagé sur un contrat de vente. Par contre, l'autoconsommation préserve votre liberté, votre indépendance, mais aussi maintenant dans notre conjoncture durable, donc vous permettre de faire des économies. Alors, ce n'est pas la sonnerie de la fin de la conférence, mais on arrive au bout de cette conférence. Emmanuel, vous avez un petit mot à rajouter par rapport à vous, des conseils que vous Oui, j'en avais parlé un petit peu tout à l'heure. Valorisez votre foncier, valorisez-le vraiment. Ne le faites pas faire par des tiers qui prennent la valeur. Posez-vous les bonnes questions. Ça ne veut pas dire qu'il ne peut pas y avoir des tiers investisseurs, mais ça se fait bien d'ailleurs. D'ailleurs, souvent on parle de société photovoltaïque. On crée une société dédiée à ce projet-là, qui a comme durée de vie ce projet finalement d'énergie un peu global. Mais il faut prendre une part active du processus pour avoir une part de cette société de projet significative.
En tout cas, je vais peut-être laisser quelques questions, mais pour conclure, c'est un vrai moyen de prendre la main, d'avoir du foncier, de prendre la main sur sa production d'énergie et sur son autonomie. Est-ce que vous avez quelques questions à poser à nos invités ? Tout a été très clair, c'est parfait. 12h30, c'est très compliqué comme heure pour poser des questions. Oui. Eh bien, je vous remercie. Merci à nos invités. Et puis, bonne fin de journée à tous.